Donc, bienvenue à Allez. tous. J'ai compris. Bienvenue Laetitia. Bonjour. Bienvenue à tous. Donc, je suis Nathalie Crouzet. Je suis directrice des opérations de Réseau 137. Réseau 137 est donc un cabinet de management de transition. Après, je vous poserai des questions pour voir ce que vous connaissez des cabinets de management de transition. On est une petite équipe. On existe depuis 4 ans. Et dès la création du cabinet, qui a été fondé par Muriel Bolto, qui était la DRH de Carrefour France, Muriel a choisi de travailler avec le groupe Alexio, que vous connaissez peut-être. Non? Alexio, c'est un cabinet de conseil qui a été créé il y a une dizaine d'années par Monsieur Raymond Soubi. Là, vous devriez peut-être un peu plus connaître Raymond Soubi. Non, toujours pas. Si, bien sûr. Voilà, donc qui intervient pour accompagner les entreprises qui ont des projets de transformation stratégique et qui surtout vont avoir des forts enjeux humains. Donc, on intervient aussi bien en individuel qu'en collectif et on suit en fait le parcours des salariés dans l'entreprise, de leur arrivée jusqu'à leur départ. Ça veut dire qu'on a des équipes spécialisées dans le recrutement, dans la formation, dans le coaching, dans malheureusement les procédures de licenciement, le dialogue social. On intervient sur toute la vie du salarié, tout son parcours dans l'entreprise. Et nous, Réseau 137, on fait partie du pôle Talent qui regroupe le cabinet de chasse du groupe Alixio, l'équipe de coachs qui viennent accompagner les leaders d'aujourd'hui et de demain, et l'équipe qui intervient sur la stratégie RH des entreprises, en particulier tout ce qui va être lié à la marque employeur. Bonjour Céline, bonjour Bonjour Nathalie. Philippe, j'imagine. Oui, c'est ça, bonjour. Bonjour à Voilà. tous. Donc, en tant que cabinet de management de transition, notre rôle, c'est d'accompagner les entreprises quand elles ont une situation d'urgence et qu'elles n'ont pas les ressources en interne ou qu'elles ne souhaitent pas que ce soit des ressources en interne qui travaillent sur ces projets. Si vous avez des questions, levez la main, hein, si vous voulez m'interrompre. Hein. Je n'ai pas préparé de PowerPoint, on est un petit groupe. Je pense que ce sera plus simple si on est en interaction les uns avec les autres. Jusque-là, tout est clair? Oui. Ouais. Donc, on intervient à la demande des entreprises qui rencontrent un problème de ressources en interne dans différentes situations. Soit parce qu'il y a quelqu'un un dirigeant par exemple, qui nous fait une crise cardiaque. Ça peut arriver. Tout d'un coup, crise cardiaque, hop, plus de dirigeant. Eh ben, il va falloir rapidement retrouver un dirigeant qui vienne se substituer et piloter l'entreprise pendant la convalescence du dirigeant qui est arrêté. Donc, situation de crise, dirigeant qui tout d'un coup prend ses clics et ses claques et s'en va. Au conseil d'administration qui, à un moment donné, décide de révoquer le dirigeant et pas sûr, ils n'ont pas prévu leur plan de succession, ils savent pas trop comment ils vont s'organiser, ils s'aperçoivent qu'il y a des gros changements à faire et que avant de recruter un dirigeant, ça va être compliqué de recruter un dirigeant dans la situation dans laquelle ils sont. Donc, ils préfèrent prendre un manager de transition qui va régler les problèmes de l'entreprise et qui, une fois que les problèmes seront réglés, passera la main à quelqu'un qui reprendra l'entreprise de façon pérenne. Alors, je parle d'entreprise, mais ça peut être un service. Hein. Donc ça, c'est un choix de l'entreprise à un moment donné de dire je ne peux pas recruter quelqu'un, je ne suis pas suffisamment attractif, entre guillemets, il y a trop gros changements et il faut que j'ai quelqu'un qui ponctuellement va m'aider à transformer l'entreprise. Une fois qu'elle sera transformée, je passerai la main à un dirigeant ponctuel. Donc situation de crise.
Je peux vous donner d'autres situations de crise. Mission récente, un site industriel qui a connu à un moment donné un accident du travail mortel. C'est traumatisant pour les équipes. Un accident de travail mortel, perte de confiance, les équipes se retrouvent plus. Voilà, ils pensent que la direction, à un moment donné, pas mis assez l'accent sur les procédures de sécurité. Bon, bah là, l'entreprise décide de dire, on va écarter le dirigeant du site, le muter sur un autre site, et on va prendre un manager de transition qui n'a pas l'historique de cet accident mortel du travail et qui, à un moment donné, va redonner confiance aux équipes, va les rebooster, va les remettre en ordre de marche, donc crise managériale. Et puis, quand l'équipe sera de nouveau fonctionnelle, opérationnelle, et le traumatisme sera un peu moins important, là, on pourra remettre un pilote de l'entreprise. Voilà le genre de situation dans lesquelles le management de transition intervient. Ils interviennent aussi parfois, les managers de transition, quand c'est simplement un départ en congé maternité, l'attente, on sait qu'on a recruté quelqu'un, mais il manque quelqu'un, on est en pleine clôture et notre DAF, on sait qu'on en a un autre qui arrive, mais il arrive en mars, alors que mon DAF, il est parti en novembre. Ah bah oui, mais en décembre, j'ai ma clôture. On peut pas laisser les choses comme ça. Donc là, on prend un manager de transition qui va simplement intervenir en mission relais, ça s'appelle. Et autre cas de figure, donc je vous ai cité la crise, quelle qu'elle soit, que ce soit une crise managériale, une crise de société en difficulté, et les projets. Donc il y a trois situations. Les projets, c'est quoi un projet? C'est un changement de RP. On a un changement de RP, il nous faut du monde en plus. Les équipes sont déjà surbookées, elles vont pas pouvoir tout gérer. Donc, on va prendre un manager de transition qui ponctuellement va intervenir. Ça peut être une fusion, une acquisition, une cession, un carve-out. On a un projet particulier à un moment donné. Les équipes n'ont jamais vécu ou une intégration post-acquisition. Comment est-ce qu'à un moment donné, on fait pour que ça marche? Nous, on l'a jamais fait dans notre entreprise. Donc, on va chercher une compétence externe, ponctuellement, qui à un moment donné a déjà vécu des process de fusion, d'acquisition, de cession, de carve-out, et qui va nous éviter les écueils, puisqu'on va faire appel à quelqu'un qui a cette expérience-là et qui va donc pouvoir nous accompagner. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, les managers de transition sont des gens qui ont un peu de bouteille. Hein. C'est des gens qui ont des expériences, et on a tous des expériences qui sont riches, qui ont vécu des situations diverses et variées, qui ont accompagné des équipes, qui ont participé à des projets de transformation de leur entreprise et qui, à un moment donné, ont à cœur de transmettre ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont vécu dans d'autres équipes. Les caractéristiques d'un manager de transition, c'est quelqu'un qui a une grande capacité d'analyse, qui sait à la fois prendre de la hauteur de vue, mais qui est aussi très opérationnel. Ce n'est pas un consultant. Ce n'est pas quelqu'un qui vient faire du conseil, qui fait des PowerPoint de 50 pages que personne ne va lire et qui dit il n'y a qu'un faucon. C'est quelqu'un qui réellement prend en charge une équipe, prend en charge un projet, fait partie de l'entreprise. Hein, il est pas salarié de l'entreprise. Je reviendrai après sur les différentes formes contractuelles qu'il peut y avoir. Mais c'est quelqu'un qui vraiment prend les choses en main. Il est humble, il est à l'écoute. Il faut qu'il s'adapte très, très, très rapidement parce qu'il a peu de temps. Hein. Ça coûte cher, un manager de transition. Parce qu'il a une expertise, il a un savoir-faire, il a un savoir-être. Et c'est ce à quoi nous, on va s'attacher chez Réseau 137, c'est le savoir-être. C'est super important. Et on va accompagner le manager de transition tout au long de sa mission dans le savoir-être. On va
l'accompagner pour que sa prise de fonction soit fluide. Et on va l'accompagner toutes les semaines. On a un call avec lui, pas pour l'aider à remplir son PowerPoint, son Excel ou pour régler des problèmes opérationnels dont il a l'expertise en fonction de son métier, mais on va l'accompagner pour savoir humainement comment se passe sa mission. Notre credo chez Réseau 137, alors vous le voyez pas parce que j'ai pas je suis dans mon bureau là et j'ai pas c'est l'humain change tout. On pense qu'une entreprise elle est composée d'êtres humains et que la vraie science c'est de savoir obtenir le meilleur de chacun euh, en facilitant le travail d'échange, de décision, de créativité. Euh, c'est notre credo à nous. C'est ce qui fait notre différence par rapport aux autres, probablement à mes confrères. Voilà. On n'est pas que des techniciens où on ne fonctionne pas les process. Voilà. On essaye de faire en sorte que les sociétés soient plus humaines que plus processées. On sait que les entreprises qui fonctionnent que par les process font beaucoup de dégâts. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Non. Pas de Non, pas pour l'instant. Non. Sébastien, une question. Oui, bonjour tout le monde. Non, c'est pas une question en fait. Je voulais rajouter un domaine. En fait, on m'a sollicité 2 fois là, en tant que Stéphane Plaza. C'est-à-dire, on m'a sollicité pour préparer l'entreprise à la vente. En management de transition, en fait, c'est 2 structures qui sont de belle taille et dont les ventes ont capoté parce qu'elles n'étaient pas prêtes à être achetées. Elles n'avaient pas été préparées. Et donc, c'est un créneau, bon, moi, j'avais pas imaginé, et qui est un des versets de la transition que je trouve extrêmement intéressant. Donc, C'est ça, session, projet de session. Donc là, on est dans du management de projet à un moment donné. ouais, On a ouais. un projet de session et on ne sait pas faire. On est vraiment sur la transition d'entreprise parce qu'il y a énormément de choses à préparer, à modifier. Donc, on refait les peintures et on bouge le canapé, quoi. Voilà. C'était juste. Donc là, voilà, on est dans un projet, dans un management de transition projet. Quelle que soit la nature du projet, on ne sait pas faire, on n'a pas les ressources, on n'a pas l'expérience. Venez nous aider. Venez nous aider à préparer ce projet. Et Tout à Nathalie, fait. ça serait quoi les proportions justement entre les projets, les crises? Ça serait quoi la première demande? Et l'évolution aussi, Eric, j'allais J'en poser sais la rien. même question. On fait un métier qui est imprévisible. On sait jamais pourquoi les clients nous appellent. On sait jamais. Moi, j'ai presque envie de dire que c'est relativement équilibré, que c'est un tiers, un tiers, un tiers. D'accord. Et dans les faits, il y a toujours de la transpo quelque part à un moment donné. Il y a toujours de la transformation. Quand il y a un projet de crise, c'est qu'il y a un truc qui va pas, donc il faut transformer. Quand il y a un projet, il y a de la transformation. Et quand on vient remplacer quelqu'un, il y a peut-être un peu moins de transformation. Mais je vais vous dire, les missions les plus dures pour les managers de transition, c'est les missions. J'en ai eu une comme ça, où j'avais une DRH qui partait se faire opérer des genoux, qui allait être absente pendant 4 mois. Et le DG se dit, je ne peux pas laisser, il avait 15 structures, enfin bon, des petites structures, mais 15 structures, des conventions collectives différentes, enfin, tout était compliqué. Et il se dit, je ne peux pas laisser mes équipes sans DRH. Donc, j'ai besoin d'un manager de transition pendant l'absence de ma DRH qui va se faire opérer. Mais, il était super attaché à sa DRH. Je veux que quand ma DRH revienne de sa convalescence, elle remette les pieds dans ses chaussons et que rien n'ait bougé. Et ça, c'est les missions les plus dures. Parce qu'un manager de transition, il a à cœur, dans l'état d'esprit du manager de transition,
Il a cette notion d'amélioration continue, cette notion de faire bouger les choses, d'être opérationnel, de suivre ce qui se passe. Et là, en l'occurrence, la DRH de transition qui est partie en mission, très vite a compris que dans cette boîte, il n'y avait pas de dialogue en fait entre les salariés et les RH. Les RH étaient en haut d'une tour au 7e étage, les bureaux étaient feutrés, moquettes épaisses, portes fermées, et les salariés n'avaient pas accès en fait au service des ressources humaines. Ça veut dire que c'était genre une espèce de bunker dans lequel personne ne pouvait aller. Et mon manager de transition vivait ça très très mal. Et elle voulait aller déjeuner au restaurant avec les salariés, comprendre ce qui se passait, dialoguer. Et elle avait commencé naturellement à initier en disant non, non, mais venez, il n'y a pas de souci, nos bureaux sont ouverts. Elle avait, voilà, sans modifier les bureaux, mais elle avait ouvert les portes. Et ça s'est pas super bien passé en fait quand la DRH est rentrée parce que elle a vu que ses équipes se comportent. Il y avait des réunions, elle a mis en place des réunions d'équipe. Enfin bon, elle a fait plein de trucs qui étaient à mon sens très très bien. Sauf que la DRH, elle, c'est pas du tout ce qu'elle voulait. Et ça, elle était furieuse, alors que tout le monde était content, hein, le DG était content, enfin tout le monde était content, les instances représentatives étaient contentes d'avoir quelqu'un avec qui échanger, mais la DRH, quand elle est rentrée, elle a dit, mais elle veut prendre ma place, c'est pas le sujet chez les managers de transition. Ils sont pas là pour prendre la place des personnes qui remplacent ou dont ponctuellement ils prennent le rôle. Donc un tiers, je dirais. Ok, Enfin, un tiers, un tiers, un tiers. d'accord. Nathalie, donc très bien. Donc ça, c'est pour on va dire la répartition des situations, des mises en place des managers de transition. Est-ce que tu as prévu d'aborder maintenant la partie où beaucoup sont en recherche de mission, évidemment. Ouais. Qu'est-ce qui fait que certains sont meilleurs que d'autres et trouvent plus vite que d'autres? Alors, il y a un facteur chance, on va pas se mentir, Mhm. et il y a un facteur chance. Déjà, il faut être inscrit au moins, je dirais, dans 10, 15 cabinets de management de transition, minimum. Et il faut pas, enfin, il y a pas de, il faut être inscrit partout. Euh, Parce qu'on a tous des apports d'affaires ou des réseaux ou des clients historiques qui sont différents. Donc, on est parfois en concurrence les uns avec les autres, parfois on ne l'est pas. Donc, il faut être inscrit partout, se faire connaître de tout le monde. Il faut bien sûr avoir une expérience. Bon, vous avez tous de la bouteille, j'imagine, mais il faut mettre en avant ces domaines d'expertise. Arriver absolument à caler un entretien avec un directeur d'activité ou un consultant, il s'appelle parfois chez ou un partenaire ou un associé, euh, pour être entre guillemets bien référencé. Et après, il ne faut pas avoir de religion. Première arrivée, premier servi. Un manager de transition, ça fait partie des règles du jeu. Et nous aussi, on a nos règles du jeu que je vais essayer de vous expliquer. Euh, euh, Même s'il a un intuitif personnel plus fort avec un consultant, enfin un directeur d'activité qu'avec un autre, même s'il se dit, tiens, ce cabinet correspond plus à mes valeurs qu'un autre, j'ai plus accroché avec eux qu'avec un autre, bah oui, mais si c'est l'autre qui vous propose une mission, bah allez-y. Il faut démarrer sa première mission. Euh, Donc, il faut pas avoir d'état d'âme, être inscrit partout, bien penser à comprendre comment travaillent vos interlocuteurs dans les cabinets de management de transition. Chez Réseau 137, nous, on travaille en collectif. On est une petite équipe, la taille nous le permet. Quand Isabelle, Sylvie ou moi, on a une mission, euh, on s'en parle, on se dit, dis donc, je cherche quelqu'un qui a tac, tac, tac. Je vais vous dire là, par exemple, je cherche un DAF,
Enfin, je l'ai trouvé, mais je cherchais un DAF, euh, alors c'est rare, hein, mais paranoïaque, parce qu'il y avait des sujets de malversation dans l'entreprise. Ah oui, Donc, c'était sur votre annonce. ah, vous l'avez vu? Oui. Voilà, Ah oui, c'est la première annonce que je voyais comme ça. C'était c'était très drôle. cool. Un DAF paranoïaque assis sur la caisse, problème de trésor. Donc, personne de confiance intègre. Alors, nous, on va beaucoup s'intéresser justement à cette partie soft skills parce qu'il n'y a pas de bons soft skills, il n'y a pas de mauvais soft skills, mais chaque situation, chaque contexte, chaque enjeu est différent. Et là, oui, j'avais besoin d'un DAF. Alors, quand je rigolais avec mes candidats, quand je leur disais, est-ce que vous êtes paranoïaque? Mais l'idée, c'était de dire, vous êtes dans une situation où il y a certainement des équipes qui ont été sous influence d'un PDG qui n'avait pas beaucoup d'éthique. Il y a de l'ABS, il y a des malversations. Donc, à un moment donné, votre équipe, elle n'a pas les repères de l'intégrité et des choses claires. Donc, il faut être paranoïaque et voir le mal partout et se dire, elles ne le font pas peut-être par mauvaise volonté, mais simplement parce qu'elles ont été, entre guillemets, formées, cadrées, à pas faire la différence entre ce qui se faisait et ce qui se faisait pas. Donc, il va falloir leur apprendre. Donc, il faut être paranoïaque et avoir les yeux partout. Donc, oui, nous, on va attacher beaucoup d'importance au contexte et aux enjeux. C'est la qualité du brief qu'on prend avec le client nous permet de s'imaginer dans quel contexte les gens travaillent et comment il faut le faire. Donc, mettez en avant vos valeurs ajoutées, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. En tout cas, c'est important pour nous. Euh, et une fois que vous avez établi un contact avec un directeur d'activité, entretenez le lien, envoyez un petit message de temps en temps pour dire mon CV, tiens, voilà mon CV à jour, je suis toujours dispo. On est très, très sollicité, on ne peut pas imaginer. Voilà, c'est bien de toujours avoir un petit, se rappeler à nous. Donc, pensez à vérifier comment ils travaillent, s'ils sont en collectif ou pas. Et lors de l'entretien, pensez à leur demander est-ce qu'il y a d'autres personnes dans votre cabinet que je dois rencontrer ou que je pourrais rencontrer? Parce que certains cabinets, euh, les directeurs travaillent pour leur pomme, entre guillemets, si je peux utiliser l'expression. Ils se moquent de leurs collègues. Ils sont pas collectifs du tout. Ce qui compte, eux, c'est leur chiffre d'affaires, leur truc, et c'est leur précaré. Et ils vont surtout pas partager l'information ou aider un collègue. Donc, pensez à demander comment il fonctionne. Ça vous permettra de savoir si effectivement vous devez rencontrer quelqu'un d'autre ou pas. Après, ayez en tête une fourchette de TJM. Ça vous parle TJM ou pas? Oui. Ouais. Oui. Donc, ayez en tête une fourchette de TJM. On n'est pas des marchands de tapis, mais en fonction de la nature de la mission, de sa difficulté, de sa complexité, en fonction de sa durée, bon, bah, parfois il faut savoir s'adapter. Voilà. Donc, et on a une bonne idée du marché. Donc, voilà, nous, on est capable de vous recommander quel est le bon niveau de TJM pour pouvoir avancer avec le client. Qu'est-ce que je... Oui, Oui, j'ai une question là-dessus, Philippe. Donc, je vous ai rejoint un petit peu après le départ. Sur les TJM, est-ce que vous faites évoluer les TJM en fonction des durées de mission? Quand il y a des missions. non, D'accord. non. C'est pour ça que quand on sait que c'est une mission qui va durer 1 an, voilà, on va essayer d'être au plus juste, mais on ne fait pas évoluer le TJM. En principe, il y a un accord qui est pris et le TJM ne bouge pas après, hein. Le client s'engage. Dans la relation contractuelle, nous, on signe un mandat avec un client qui lui indique certaines conditions.
les clauses qui vont lier le client à Réseau 137 sont les mêmes que les clauses qui vont vous lier, vous, à Réseau 137. Il y a un principe de réciprocité. Notre objectif, nous, est de... Souvent, les managers de transition disent: ah ouais, mais là, je peux pas me désengager de la mission si j'en ai une plus intéressante après. Non. Quand on prend un engagement et qu'on s'engage pour accompagner un client pendant 6 mois, eh ben, on reste pendant les 6 mois, quoi. On ne peut pas planter le client comme ça. De la même façon que le client ne peut pas, au bout de 15 jours, 3 semaines, dire: ah ben non, finalement, j'ai changé d'idée, je veux plus de votre manager de transition. Non, ça marche pas comme ça. Notre rôle est d'être le médiateur ou l'interface qui va, à un moment donné, protéger les intérêts du client et les intérêts du manager de transition. Merci pour la réponse. Deuxième question sur les conditions aussi, parce que souvent, les missions de manager de transition ne sont pas obligatoirement dans la commune d'origine du MT. Oui, Donc, tout ce qui est logement, tout ça, c'est pris en charge par qui et sous quel format? alors, tout ce qui est ce qu'on appelle, nous, les frais de vie, Mhm. déplacement, hébergement, repas, sont à la charge du client, en plus du TJM. D'accord. Il arrive parfois, en principe, c'est extra. D'ailleurs, on fait 2 factures. On fait une facture au client pour la prestation de management de transition et on fait une facture pour les frais de vie. C'est 2 sujets différents. La plupart du temps, on demande au client si c'est possible, mais ça l'est de moins en moins, de prendre directement les frais de vie du manager de transition pour éviter des facturations en cascade, hein, des TVA, ça chiffre vite, hein. Si vous nous faites une facture de 100 euros hors taxe, ça fait 120 euros TTC. Votre facture, eh ben, on va reprendre les 120 euros TTC et puis on va la refacturer au client pour un peu qu'il y ait une société de portage entre les deux. On rajoute chaque fois 20%, 20%, 20%, plus les 75 euros de frais de gestion. Donc, il y a un moment donné, votre facture de 100 euros hors taxe, elle devient 200 euros. Donc, voilà, dans la mesure du possible, mais c'est en plus. Il arrive parfois que certains clients disent: moi, je ne prends pas les frais de vie. Nous, on le sait au préalable, et auquel cas, on estime en fonction de votre lieu de vie et des frais, on se met d'accord en disant: bon, allez, ok, les frais, ça va, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir du train, il va y avoir, hop. Si on rajoute 50 euros ou 100 euros à ton TJM, est-ce que ça te permet, toi, de couvrir tes frais? Et on fait un calcul qui permet, sans que ce soit visible pour le client, de prendre en compte vos frais. Et c'est transparent pour le client, il n'y a pas de refacturation, il n'y a pas de sujet. Donc, chaque cas est différent. Mais les frais, normalement, ne sont jamais inclus dans le TGM de base. Nathalie, j'ai une question concernant les références. Oui, En général, quand on est pressenti pour une mission, en tout cas, moi, j'ai 2 expériences de ce type. Il y a une prise de référence qui est demandée. Et ce qui m'a surprise, c'est qu'il y avait une urgence, d'après ce que me disait donc mon correspondant. Et les références n'ont pas été prises. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même contacté les personnes que je oui. sollicite pour être mes références. Je voulais savoir quel était l'usage et en tout cas, quelle était peut-être la théorie là-dessus et quel était l'usage. Est-ce que les références sont prises systématiquement? Et comment nous, on doit faire le relais par rapport aux personnes qu'on sollicite pour être nos références? Parce que j'ai conscience qu'à chaque fois, je leur dis, voilà, je t'ai cité ou je vous ai cité parce que la personne me l'avait proposé. Et quand au bout d'une semaine, les gens n'ont pas été contactés, je me dis qu'est-ce qu'il faut. Alors, et je sais que mon CV a été passé,
au client. Donc, j'imagine, mais vous allez peut-être me confirmer ou m'infirmer, que soit le client a dit non, pas ce CV, donc il n'y a pas le besoin de la prise de référence, soit les choses sont en attente et peut-être que là, la prise de référence est moins urgente. Alors, ça indique pour moi deux choses. Je vais être un petit peu cruelle vis-à-vis de Oui, mes mais c'est pour ça que confrères. je vous pose la question. On est là pour être cruel. Je vais être cruelle, hein. Soyez prêts à sortir je vais être cruelle. Ça veut dire que un, nous, on fait très attention à toujours vous dire exactement où on en est. On est en lien direct avec vous. Ça veut dire qu'on a besoin de vous, vous avez besoin de nous, le client a besoin de nous. On est dans un écosystème où on est interdépendants. Je laisserai jamais un manager de transition, et ni Sylvie, ni Isa, ni personne dans l'entreprise ne laissera, enfin, on peut avoir un petit loupé de temps en temps, mais on vous tient au courant de ce qu'on fait, de où on en est. Si vous nous donnez des références, on vous dit, on les a contactés et on vous fait un retour. Oui, on a eu monsieur machin, tout se passe bien, etc. Dans les faits, alors ça, c'est le premier point. Déjà, vous ne savez pas, c'est pas normal. Deuxièmement, on n'est pas des pouces CV. Ça veut dire que notre rôle ne consiste pas à prendre des CV et à dire au client, ah, tu veux un DAF? Tiens, bah, je t'en envoie un. Allez, je te balance le CV d'un DAF et puis voilà, ça ira bien comme ça. C'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est que quand on nous confie une mission, on en cherche à bien comprendre les enjeux, le contexte, ce qui est important pour le client, ce que le client ne veut pas que le manager de transition fasse, ce qu'il veut qu'il fasse. Et nous, après, alors soit parce qu'on a un peu de bouteille, nous aussi maintenant dans le métier, on va tilter et toujours se dire, tiens, il y a un tel, hop, il est dispo, il n'est pas dispo, on va aller chercher des managers auxquels on pense tout le temps, ou on va chercher dans notre carnet d'adresses si on pense à personne, et on va avoir un entretien avec vous. Ça veut dire qu'on va avoir un entretien, reparler de la mission avec vous, vous re-questionner sur les expériences qui vous semblent les plus proches de la mission telle qu'on l'a comprise. Et ensuite, on va faire une sélection de 2, 3 candidats. Et ces 2 ou 3 candidats qu'on a sélectionnés pour la mission, on va les pitcher au client. Ça veut dire qu'on ne fait pas simplement lui envoyer des CV. On va reprendre et on prend rendez-vous avec le client dès qu'on a fini la compréhension du brief en disant, OK, dans 48 heures, je vous rappelle, donnez-moi une demi-heure, je vous présente les 3 candidats que j'ai sélectionnés. Et on va défendre avec conviction les choix qu'on a faits. Pourquoi on présente un tel? Pourquoi on présente un tel? Pourquoi on présente un tel? Il y en a un qui a une coloration peut-être un peu plus IT. Il y en a un qui a une coloration un peu plus conso. Il y en a un qui a une coloration peut-être un peu plus contrôle interne. Vous voyez ce que je veux dire? On va prendre 3 profils qui vont avoir une coloration différente de façon, parce qu'on a perçu à un moment donné, mais ce n'était pas dit par le client, qu'il y avait peut-être un sujet de contrôle interne. Donc, on s'est dit, tiens, on va aller chercher quelqu'un qui va pouvoir apporter cette petite touche supplémentaire. Ce sera la cerise sur le gâteau. Donc, on pitch. Et une fois qu'on a pitché, on se bat comme des chiens pour que le client prenne le temps de rencontrer les candidats qu'on lui a présentés. Alors, je reviens sur votre prise de référence. Tout ça va très vite. On n'a absolument pas le temps, quand on est en recherche pour une mission, de faire des prises de référence. Ou alors, je ne sais pas comment ils font. Mais on a souvent 48 heures, allez, 72 heures pour trouver 2, 3 bons candidats. Le temps qu'on cherche, qu'on fasse les entretiens, qu'on fasse nos notes de synthèse, c'est impossible. Impossible de faire des prises de référence. Donc, il y a un sujet. En revanche, nous, ce qu'on fait, et c'est marrant parce qu'on en a parlé hier, on va le faire quand on est en phase d'entretien exploratoire pour compléter à un moment donné le dossier du candidat.
mais auquel cas, il n'y a pas de mission derrière. On est en phase exploratoire, on a le temps, on découvre un nouveau profil qui va rentrer dans le carnet d'adresses de Réseau 137. On lui demande 3 références à un moment donné pour pouvoir compléter son dossier et compléter ce que nous, on va pouvoir à un moment donné dire du candidat. Voilà, on aura un peu plus de matière à un moment donné pour pouvoir pitcher la valeur du candidat. Voilà. Mais quand il y a des missions, impossible de faire des prises de référence. Je ne sais pas comment ils font. Ou alors, ils mettent 2 semaines ou 15 jours pour présenter quelqu'un. C'est pas possible. Je sais pas si c'est clair. Oui, c'est clair. Moi. Oui, Thierry, Mais on a Nathalie, perdu j'ai une Céline, j'ai question. l'impression. Elle va revenir sans doute. Céline, Moi, c'était j'avais une clair? Oui, c'était clair. Pardon, Nathalie, il y a une petite déconnexion Internet. Oui, oui, c'est clair. Ça m'éclaire aussi sur peut-être ce point-là. Et vous n'avez pas été cruel, ça va. J'ai quand même passé une bonne journée. J'en tire les conclusions, mais bon, je prends votre point, c'était très clair. Ok, Thierry, alors, à vous. Oui, excusez-moi, juste une question. Est-ce que sur l'aspect contractuel, est-ce que les Ouais. garanties, est-ce que les objectifs à atteindre sont toujours clairement définis avec votre client et notamment au travers, je dirais, d'échéanciers, par exemple? Alors, c'est vous qui le construisez avec le client. Euh, Quand la mission démarre, nous, on vous accompagne à un moment donné, avant le démarrage de la mission, quand c'est possible, on a ce qu'on appelle une séance d'onboarding. On enfonce un peu les portes ouvertes, mais c'est toujours bien de se remettre dans la posture du manager de transition qui arrive dans une mission. On en parle, on brainstorm avec vous, on vous pose des questions en disant qu'est-ce que tu as compris, qui était qui fait quoi, est-ce que tu as présenté ta présentation, est-ce que c'est clair pour toi, le contexte dans lequel tu interviens. Voilà, on revient sur les sujets. Euh, et dans les 3 semaines, je dirais, qui suivent votre prise de mission, on organise un rendez-vous avec le client pour que vous lui présentiez, alors on l'appelle rapport d'étonnement, diagnostic, feuille de route. Alors, ça va, il peut avoir plusieurs noms. L'idée, c'est de présenter au client les choses qui vous ont surprise, en bien, en mal, améliorables, de présenter votre compréhension de la situation et de présenter un plan d'action, une feuille de route qu'on peut timeliner en disant, bah voilà, j'ai compris qu'il y avait un sujet de mise enfin, harmoniser les accords entre telle société. Voilà comment on va s'y prendre, voilà les différentes étapes et voilà, voilà quand ce sera fini. Donc ça, on le fait dans les 3 semaines qui suivent votre prise de fonction pour s'assurer qu'il n'y a pas de décalage entre ce que le client imagine et la réalité du terrain à un moment donné. Euh, Donc, mais c'est vous qui le construisez avec le client. Très bien. Ok, donc on retrouve un peu les mêmes problématiques que ce que l'on peut connaître au niveau du consulting Ouais, ou par quand rapport à on est cette salarié, approche. ou quand on est patron d'une BU ou avec son boss, à un moment donné, il y a des objectifs, c'est exactement la même chose. C'est de dire, OK, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah voilà, je m'engage à ça. C'est la vie de l'entreprise normale. Donc, oui, oui, il y a cette étape. Et après, c'est ce document de référence, entre guillemets, qui va permettre de suivre si on avance, si on est en retard, si il y a d'autres événements qui interviennent et qui bousculent le planning. Mais c'est de la gestion de projet, ouais, Généralement, classique. les missions sont à hauteur de quoi? De 6 mois, 18 mois? C'est un peu dans cette fourchette? C'est Ça très dépend. variable. Ça dépend vraiment. Mais en fonction de la segmentation que vous avez évoquée tout à l'heure, les 30-30-30 par exemple. Ah bah alors, crise, ça peut durer très longtemps, crise, hein. Ça peut être très long ou très court. Ça Ok, il dépend n'y de a pas la. il y a pas de règle.
Voilà, ça peut être très long ou très court. Management relais, effectivement, c'est les missions les plus courtes, puisqu'on est dans l'attente à un moment donné de l'arrivée d'une personne qui va prendre ses fonctions. Donc, c'est le temps qu'il y ait une passation. Mais même aujourd'hui, avec les difficultés de recrutement, c'est 6 mois, presque souvent. Ça veut dire que tout d'un coup, ils se disent, ah, bah, il y a Paul qui part, qui nous a filé sa dème. Pour X raison, ils n'ont pas commencé à chercher tout de suite. Et tout d'un coup, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont personne et que Paul s'en va dans 15 jours. Ah, bah, comment on va faire? Bon, bah là, ils prennent quelqu'un. Passation entre Paul, le manager de transition. Le temps qu'il lance les process de recrutement, etc., les gens, ils ont 3 mois de préavis. On est parti pour 6 mois, hein. De temps que du coup Paul remette les clés à celui qui va arriver, c'est voilà, c'est 5-6 mois. Et puis les projets, bah, c'est pareil. Les projets, là, on est un DSI sur un projet de carve-out. C'est des missions qui vont durer 9 mois, peut-être un an. Très bien, merci. Les missions, alors il y a des fois des missions à temps partagé aussi, hein. Il y a des missions où on nous demande ponctuellement d'avoir quelqu'un qui vient 2 jours par semaine. Tout est possible, il faut être ouvert et c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Temps partagé, il y a des gens à qui ça convient parfaitement de dire moi j'interviens juste 2 jours ou 3 jours par semaine. Le piège du temps partagé, c'est que quand vous avez une mission à temps plein, elle est quasiment pas possible pour vous parce que vous êtes déjà engagé avec un autre client. Et du coup, c'est difficile après de gérer votre emploi du temps. Donc, temps partagé, alerte, euh, il faut bien le gérer. Voilà. Ouais, J'ai une question. Philippe. J'ai une question sur la localisation en fait des entreprises qui utilisent finalement le plus de managers de transition. J'ai compris que c'était surtout en région parisienne, région lyonnaise. Vous Ah, confirmez ou d'autres ouvertures? non, non, vous voyez, moi là, Ah, je regarde pas, je regarde mon petit tableau. Les missions, j'en ai une en Bretagne, j'en ai une dans l'Est, Paris, Est, Paris, Bretagne, eux, je sais pas où ils sont, Bourgogne, Haute-Savoie, Bretagne, Saint-Étienne, Paris, Ouais, Sedan, ouais, Je te promets que dans le Limoges. sud-est, Philippe, on en aura, il n'y a pas de souci. voilà. En fait, je renforçais ça parce qu'on est quelques-uns du sud et Bretagne, c'est sympa, mais effectivement, c'est un peu éloigné. Alors, il y en a Euh, peut-être moins. Mais Marseille, on a fait des missions à Marseille, on a fait des missions vers Montpellier. Il n'y a pas de règle. En revanche, euh, une des tendances, je reviens sur l'histoire des frais, une des tendances assez marquantes, et c'est important même pour nous, hein, c'est la localisation. On a l'habitude de dire le manager de transition, c'est comme un VRP, et il prend son avion le matin, ou son train, ou sa voiture, et il rentre le vendredi soir chez lui, il est jamais là, il est sur site. De plus en plus, les entreprises, malgré tout, euh, cherchent à prendre des gens qui sont des locaux donc très local. pour plusieurs raisons, et même nous, hein. Ça limite des frais, parce que ça peut aller super vite, hein, l'histoire des frais, ça peut chiffrer très très vite. Donc elles sont sensibles à ça. Deux, il y a une politique RSE de notre part et de la part de l'entreprise qui est de dire à un moment donné tous ces déplacements, c'est pas bien, et c'est pas bien non plus pour la qualité de vie du manager de transition. C'est quand même voilà. Alors après, quand on a un peu plus de bouteilles, les enfants sont grands, etc., c'est moins gênant. Mais c'est quand même éprouvant, hein, d'être toujours avec sa valise et de ne pas avoir de port d'attache. Donc, voilà, de plus en plus, les entreprises, ça fait la différence quand on a un bon candidat qui est le local de l'étape. C'est souvent lui, en fait, qui, à compétence égale, hein, j'entends, mais c'est souvent un critère différenciant.
D'accord. Et j'ai une autre question qui est sur la typologie des entreprises qui utilisent des managers de transition. Vous faisiez référence à un PDG qui a besoin d'un DAF, d'un RH, Ouais, plutôt des petites structures, ou est-ce qu'il peut y avoir aussi un sujet sur les grands groupes? Pour mon expérience personnelle, moi j'étais chef d'agence chez Suez, donc dans un très grand groupe. Je commence je comprends qu'ils commencent à demander parfois des managers de transition quand les recrutements ou les mobilités peuvent pas se faire. Mais est-ce que la typologie des entreprises aujourd'hui est assez calée sur l'emploi des managers de transition? il y a tout type d'entreprise qui demande du management de transition. Grands groupes, ETI, tout secteur, il n'y a pas de règle. C'est pareil. Et nous, on intervient, c'est pareil. En revanche, c'est de la même façon. Enfin, il n'y a pas de. Nous, on est des généralistes. Euh, Et là, vous voyez, j'interviens dans des grands groupes, dans des plus petits groupes, dans des startups, dont une qui vient d'être nommée licorne, j'ai vu. Donc ça, c'est plutôt cool. Il n'y a pas de. Il y a souvent des grands groupes, malgré tout. Hein, on va pas. C'est souvent des grands groupes. Euh, mais ça peut être de la PME. Ça va dépendre des problématiques auxquelles ils sont confrontés. Il n'y a pas de. Je pense que c'est vraiment euh, une ressource supplémentaire qui apporte de la valeur aux entreprises, hein, qui va stabiliser des équipes jeunes. Un manager de transition, il va stabiliser des équipes jeunes, il va transférer ses compétences dans des plus petites structures. Il y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. D'accord. Et dans les grands groupes, c'est l'étape alternative au recrutement ou parce que enfin, on se dit toujours qu'il y a toujours une Ça peut être de capacité la de faire crise. mobilité. Non, Oui, non, ça peut être de la crise. Ça peut être étape alternative au recrutement. Euh, mais dans les faits, c'est la moins bonne façon d'utiliser un manager de transition pour moi. Parce que, voilà. Mais oui, ça arrive. Euh, Moi, j'ai un manager de transition qui est dans un groupe depuis 2 ans, HSE. Il se promène d'usine en usine pour aider les directeurs d'usine à travailler sur les travaux de portage de moules qui sont très lourdes. Et là, c'est moi qui mets le haut là, avec le manager de transition et avec l'entreprise. Je dis, Cédric, là, ça fait 2 ans, il y a un problème, hein, c'est pas possible. Une mission qui est trop longue, c'est plus une mission. Il y a un moment, c'est pas raisonnable. Donc je dis, Cédric, t'es sûr que tu. Il dit non, t'as raison. Et puis, quand on est 2 ans dans une entreprise, même si on a bougé un petit peu partout, sur tous les sites, etc., on commence à rentrer dans les routines politiques de dans, l'entreprise. dans le moule, Donc, justement. dans un moule, justement, ouais, comme vous dites. Donc, on commence à rentrer dans les routines politiques et c'est ça qui enlève de la valeur à la posture de manager de transition, qui lui est, entre guillemets, affranchi de la politique, affranchi des enjeux personnels liés à sa carrière, qui est juste là à un moment donné pour faire avancer le schmilblick. Donc là, moi, j'alerte le manager de transition en lui disant, je pense qu'il y a un petit souci. Et en discutant avec lui, il me dit, ouais, t'as raison, c'est vrai, moi aussi, je me pose des questions. Je dis, bon, bah, je pense qu'il va falloir arrêter. Et pour le client, je dis, mais c'est quoi l'intérêt de prendre, ça fait 2 ans là. Donc, il y a un moment donné, c'est quoi le sujet? Vous n'arrivez pas à recruter. Alors, on a un cabinet de chasse aussi, comme je vous l'ai dit, qui bosse avec nous. Je dis, vous voulez qu'on vous chasse quelqu'un qui va le remplacer, mais il y a un moment donné, vous vous rendez compte enfin, où il n'y a plus de valeur ajoutée, quoi. C'est pratique, il est là, on sait qu'il fait le taf, mais du coup, ça n'a plus de sens. Donc voilà, nous, on a cet esprit un peu bienveillant. On dit toujours, nous sommes bienveillants, mais pas complaisants. Ça veut dire que notre sujet pour nous, c'est vraiment d'accompagner l'entreprise et le manager de transition. C'est d'être un peu les anges gardiens de tout ça et de dire, là, il y a un moment donné, il faut arrêter, quoi. Oui, ça reste la spécificité du manager de transition. Ensuite, après,
soit il cherche un CDI ou il se fait embaucher, mais le manager C'est ça. Et transition. ça arrive parfois, hein, ça arrive même. Moi, je suis un peu spécialiste de ça, mais ça arrive, oui, au bout d'un moment, si la rencontre est belle et si c'est l'osmose parfaite, mais je refuse en revanche que ce soit le, le prérequis de départ. Parfois, les clients appellent en disant, je veux un manager de transition qui puisse ensuite s'inscrire dans la durée et qu'on transformera en CDI. Je dis, bah, c'est pas un manager de transition potentiellement. Si vous voulez recruter un CDI, on sait faire du recrutement d'urgence. Et auquel cas, vous faites un recrutement d'urgence et il y a une période d'essai. Donc, vous verrez bien pourquoi prendre un manager de transition sous couvert d'une période d'essai, c'est ridicule, ça coûte plus cher. Et c'est pas les mêmes profils. Un manager de transition, j'insiste vraiment, vraiment sur ses caractéristiques, c'est quelqu'un d'agile qui aime travailler en mode projet, qui aime aller vite, qui est orienté résultat et qui a des capacités de leadership euh, établies pour entraîner les équipes, pour aller dans un groupe très rapidement, pouvoir échanger aussi bien avec l'ouvrier dans l'usine que l'actionnaire ou le PDG. Il a cette voilà, et c'est un couteau suisse. Et il a besoin d'être animé par des challenges, quoi. La routine, à un moment donné, l'emmerde. D'où le cahier des charges, hein, qui est très très important de base. En effet, s'il est fait par le cabinet de management de transition, c'est bien. Maintenant, si c'est vous qui démarchez ou qui avez l'opportunité de trouver une entreprise parce que suite à un échange, ça se déroule comme ça, il faut à tout prix bien cadrer les choses en termes d'objectifs, hein. On est sur de l'objectif de moyens et pas de résultats. Donc attention à tout ça dans le cahier des charges et la planification de la mission. D'autres questions? D'autres interventions? Il est 8h52, donc Nathalie. Oui, bonjour Nathalie. Oui. Vous m'entendez? Ouais. Oui, Merci pour votre présentation et tous ces tips qui sont utiles à notre communauté. J'ai l'impression que vous essayez de vous démarquer sur ce marché du management de transition. J'ai relevé que vous aviez notamment une forte empreinte féminine. oui. Et que vous développiez aussi peut-être une expertise ou un positionnement assez fort sur le RSE, sur les missions Ouais. RSE. Est-ce que vous pourriez en toucher deux mots, s'il vous plaît? Alors, on est, je pense, des personnes de conviction qui avons eu des expériences en entreprise fortes. Le marché du management de transition, pour avoir été manager de transition dans une autre vie, quand vous allez dans les réunions de managers de transition, c'est vrai que vous voyez que des... Alors, excusez-moi, messieurs, c'est pas le cas, ça n'a pas l'air d'être votre cas aujourd'hui, mais je vais être cynique. Vous avez des réunions d'hommes en costume, cravate, chauve et ventripotent, qui sont entre eux et voilà, qui ne montrent pas une ouverture sur les autres, une curiosité, une agilité d'esprit. Voilà, vous êtes parfois un peu surprise de ces réunions. Donc on s'est dit, mais dans le fond, il faut tout pour faire un monde. Et il faut ouvrir ce métier aux femmes qui ont autant de valeur et pourquoi laisser ce métier du management de transition uniquement à des hommes. Finalement, il y a plein de métiers qui ont ces besoins aussi parfois de ressources ponctuelles. Donc oui, on a certainement un carnet d'adresses avec plein de femmes. Et puis RSE, parce que ça fait partie de nos valeurs. On est des mamans et on se dit, si les entreprises ne se transforment pas et ne sont pas plus responsables dans leur développement produit, dans leur façon de travailler, quel monde on laisse à nos enfants, quoi. Donc, ça fait partie de nos valeurs, mais c'est pas du greenwashing, c'est pas du... ça nous habite. Voilà.
Nous avons Ok, une grande part merci. féminine, vous savez aussi. Non, mais ça fait partie voilà, on est une équipe très soudée, on s'entend toutes très bien. Alors, c'est pas une volonté, ceci dit, on n'est pas des féministes acharnées, hein, il se trouve que notre façon de travailler, notre façon d'aborder les sujets fait que à ce stade, on n'a pas réussi à recruter un homme avec nous. On en a quelques-uns dans l'équipe de chasseurs, euh, mais c'est vrai on n'a pas d'ego, voilà, on aime travailler ensemble, on prend plaisir à être ensemble, on essaye d'être simple, euh, efficace. Et de ne pas laisser nos candidats dans le noir comme Céline, hein, d'être en... Et quand ça marche pas, ça marche pas. C'est ce qui a caractérisé un peu l'année 2023, beaucoup de fausses pistes, hein. Des missions qui à un moment donné n'aboutissent pas. Mais quand ça n'aboutit pas, ça n'aboutit pas. On peut pas laisser un candidat 15 jours sans nouvelles, c'est pas possible. Dès qu'on sait que... Alors, voilà, après, on n'a pas toujours la réponse du client et les clients sont pas toujours non plus super agiles, mais on s'envoie un SMS, quoi. Je veux dire, on a des outils de communication maintenant pour se tenir au courant, dire ah ben, j'ai pas de nouvelles, je leur lance aujourd'hui. Je vous rappelle, vous inquiétez pas, enfin, on suit ces dossiers, quoi. Oui, Nathalie, je voudrais aller un peu plus loin dans la remarque qu'a faite Arnaud sur la RSE. Oui, Est-ce que vous avez constaté, alors évidemment à compétences égales et puis avec ce souci de livrer un travail bien fait, ça c'est certain, mais est-ce que vous avez constaté que les candidats qui abordent dans leur entretien la RSE avaient plus de chances que d'autres d'être choisis ou on n'en est pas encore là? non, on n'en est pas encore là. D'accord. Non, non, la RSE, c'est important. Là, il y a des projets qui se mettent en place sur la finance, par exemple. Comment est-ce qu'à un moment donné, on produit ces rapports extra-financiers? La RSE, elle est importante aussi. Et c'est des missions qui sont difficiles au niveau de la gouvernance de l'entreprise, hein. Ça, c'est des missions plus rares, probablement. Elle est importante au niveau RH sur la QVT. Elle est importante après, quand il y a des entreprises qui vont développer des produits. Comment est-ce qu'on change à un moment donné l'écosystème, la R&D, le marketing? Comment est-ce qu'à un moment donné, on fait en sorte les achats responsables? Comment est-ce qu'on met ça en place? Donc, c'est des projets, souvent. C'est des projets. D'accord. D'accord, mais Voilà. ça fait pas décrocher une mission avec une... Mais non, D'accord. Très bien. non, non. Super. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. C'était très clair, très intéressant. Bon, pas de PowerPoint. J'imagine que c'était peut-être un peu différent. Moi, j'ai apprécié l'interactivité. J'ai apprécié le fait que vous jouiez le jeu. Le groupe s'y prêtait parce qu'on n'était pas trop nombreux. Mhm. Euh, donc, c'était top. Bon, évidemment, nous, RH Solutions, on se fera un plaisir de faire le relais, hein, Nathalie, avec notre communauté, hein. S'il y a des gens qui veulent vous contacter, avec plaisir, on donnera les coordonnées. Inversement, hein, N'hésitez pas. oui, oui, on ne va pas hésiter. Puis inversement, Nathalie, également de votre côté, si vous avez des besoins, on reste en contact. On a par ailleurs, Ouais. dans notre activité du club, des moments où on essaie de se rencontrer physiquement. J'ai vu que vous aviez des antennes en province. Oui. Euh, on aura plaisir, j'espère, à vous voir, à se rencontrer lors de journées qu'on appelle des journées management. Ça serait sympa pour la communauté. Et Bah, avec plaisir. bon, Avec plaisir. Donc, vous l'avez compris, on est sur un métier d'urgence, très sollicité. On se donne 48, 72 heures pour répondre aux besoins de nos clients. Quand on est en recherche précise d'un manager de transition, on n'a vraiment pas le temps. Et voilà, on n'a pas le temps. Notre emploi du temps, il est focus sur à un moment donné, il faut que j'aille trouver la bonne personne pour répondre aux besoins de mon client.
Mais on a des plages qui nous permettent d'avoir des entretiens exploratoires et c'est avec plaisir. N'hésitez pas à me solliciter, m'envoyez un petit mail. Eric vous donnera mes coordonnées en Merci. disant, voilà Nathalie, on s'est rencontrés le 19 septembre lors de la réunion d'information. N'hésitez, vous rappelez, je vous promets que je vous rappelle, je vous fixerai peut-être pas un rendez-vous là maintenant tout de suite dans les 2 jours qui viennent, mais vous aurez un entretien. Super. Merci beaucoup. Et puis, Voilà. dans nos valeurs ici, on a aussi l'humain et la réactivité, la proximité, c'est des valeurs RH. Donc, on a tout pour bien fonctionner ensemble. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va se libérer les uns les autres. Et puis, une bonne Ouais. journée. Bonne Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci à vous, bonne journée. Merci, Au revoir. merci Au revoir. à bientôt. Au revoir.